Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro, cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de courir, rouler, nager, pas dans cet ordre-là, mais en tout cas en respectant les règles, puisque quand on pense au triathlon, on pense souvent à la nage, au vélo, à la course, mais on oublie les arbitres, on oublie le fair play, et il y en a qui oublient le drafting aussi, hein, ça c'est quelque chose de redondant, on en a déjà parlé dans pas mal d'épisodes, mais au-delà du drafting et de l'énervement que ça crée pour notre ego et de la comparaison des stats, il y a aussi un intérêt aux arbitres pour la sécurité de la course. Il y a d'autres aspects, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va discuter du métier de juge et des limites de ce que les juges en triathlon peuvent faire, peuvent proposer. On reçoit aujourd'hui Anne-Sophie, juge licenciée de la fédération, diplômée. Est-ce qu'il y a un diplôme là-dessus ou pas? Dis-nous en plus un petit peu, Anne-Sophie. Je te laisse te présenter brièvement. Alors, salut, moi c'est Anne-Sophie, je fais du triathlon depuis maintenant 3 ans, je suis arbitre depuis une bonne année. Donc on dit arbitre, pas juge, hein. C'est des niveaux d'arbitre. Mais voilà, je suis arbitre depuis une année maintenant et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'à la base je suis escrimeuse depuis plus de 15 ans et j'étais également arbitre en escrime et je voulais vraiment retrouver cet aspect plutôt gestion des athlètes, de la sécurité, de l'aide pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette discipline. Donc c'est plutôt on va dire une activité très enrichissante. Voilà. Ok, donc toi, ce que tu aimes dans le sport, c'est l'accompagnement et le partage avec les autres athlètes dans le côté encadrement, plus que la performance ou potentiellement, j'imagine, avec un peu de dépassement de toi si tu pratiques aussi le triathlon. Il y a ce côté-là, mais il y a le côté humain qui est hyper important aussi. Mais moins stats et data que c'est plus l'aspect humain effectivement dessus. Tu fais bien de me reprendre sur arbitre. On va voir justement les détails, les limites et les mots précis pour information pour ceux qui nous écoutent. Tu as répondu à justement l'épisode de podcast sur le drafting me disant que c'était pas un carton rouge, c'était un carton bleu. Non, t'as mis jaune et c'était un bleu à notifier. C'est ça, c'est jaune et c'est bleu avant de passer en carton rouge sur la couleur. N'étant pas la couleur qui est réellement importante que le fait que de toute façon les mecs draftent et c'est ça qui nous fait suer que la couleur des cartons, ça m'a fait rire et j'ai profité d'avoir directement contact avec quelqu'un qui est juge et qui est du coup à l'intérieur de la fédé pour pouvoir discuter justement de tout ça, de comment est-ce qu'on devient arbitre, comment est-ce que t'en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans globalement, et les limites, en tout cas les moyens que tu peux mettre en place sur une course directement ou pas. Mais avant de répondre à toutes ces questions, pour te présenter comme avec tous les invités, je vais te poser 3 questions pour apprendre à te découvrir un peu plus. Et là, je parle à la Anne-Sophie sportive, pas forcément à l'arbitre. Plutôt toi côté triathlon et du coup un peu escrimeuse aussi, ce que tu as dessus. Première question, si tu devais définir ton mental en compétition comme un super-héros, ce serait lequel et pourquoi? À quel super-héros est-ce que tu identifierais ton mental? Est-ce que tu es plutôt Wonder Woman, inarrêtable et peu importe ce qui se passe, il n'y a rien qui t'atteint? Un Wolverine, une tornade? À quel super-héros tu t'identifies? Eh ben, un truc qui m'a beaucoup collé à la peau dans mon travail, parce qu'on avait une année où on s'était allié des super-héros en fonction de nos personnalités. Et moi, on m'avait délégué le surnom de Kick-Ass. Et donc, forcément, voilà, un mental d'acier qui, même dans la douleur, continue de traverser. Donc, ouais, plutôt Kick-Ass. Ok, c'est original. Il me semble que c'est ni Marvel ni DC en plus, Kick-Ass. Ouais. On est entre les deux, mais cette petite jeune fille avec son bandeau violet et qui fait beaucoup de mal par où elle passe. Ça aurait été très très drôle que tu me répondes. Je m'attendais à ce que tu me répondes Daredevil parce que tu ne vois rien et tu ne sanctionnes jamais rien sur les triathlons, tu laisses couler. Parce que Daredevil est aveugle pour ceux qui n'ont pas les refs des super-héros. Mais Kick-Ass, ça me va très très bien. Ça me va très bien. Imbrisable quoi. Unbreakable au niveau du mental, ça me va. Deuxième question, si tu devais définir ton style d'entraînement avec un plat, ce serait lequel et pourquoi? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt
copieux, on est sur quelque chose d'assez dense, un bon plat du Nord avec du maroilles dedans, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de léger, des sushis, pourquoi pas, une pizza, un burger, autre, une petite salade, c'est léger, il y a juste ce qu'il faut, il y a le bon dosage de nutriments, tu serais sur quoi? Ah, je dirais plutôt un bon petit plat de mon mari qui cuisine façon régime crétois parce qu'il est du sud de la France et Ok. toujours très équilibré avec ma petite proportion de comme ce midi, mes petits haricots verts, mon petit morceau d'aigle fin cuit à l'huile et au citron et un peu de quinoa. Vraiment en équilibre, La on régalade. surcharge rien. C'est la régalade et ça va très bien avec le stéréotype du triathlète aussi. On est sur un petit peu un cliché du triathlète un poil bobo, mais ça a l'air très bon. J'ai pas encore mangé, ça m'a donné faim, donc c'est plutôt bon signe. Plutôt du coup assez léger, bien organisé, bien réparti et t'en fais pas trop. Tu fais juste la Non, bonne dose de ce qu'il faut comme c'est ça, entraînement. parce que je suis aussi une maman, j'ai un métier à temps plein et je suis aussi maman d'une petite fille de 4 ans avec un mari qui travaille aussi à temps plein. On n'a pas de famille à proximité, donc tout est géré au millimètre. Effectivement, ça laisse très peu de place dans la vie d'un triathlète pour les imprévus ou les aléas quand il y a un enfant qui s'en mêle. C'est déjà un enfer à gérer en organisation sans, mais alors avec, ça devient un casse-tête et chapeau pour ça. Félicitations pour ton heureuse propriété d'enfant. C'est toujours une chouette aventure. Troisième question, si tu pouvais instantanément télécharger une compétence sur ton prochain défi sportif, la compétence, c'est celle que tu veux, la seule limite, c'est ton imagination. Ça serait quoi et comment est-ce que ça impacterait ta performance dessus? Bah, courir vite. Plus vite, la vitesse, mais à quel point? Est-ce que tu irais à la vitesse de Flash? Non, 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 juste arriver à tenir une course à peu près 5 ou 5-10 au kilomètre, ce serait parfait, quoi. Très bien. On prend la compétence de courir en 5 minutes au kill Parce que c'est encore dessus. mon petit point faible, la course à pied, même si j'y travaille énormément. Autant la natation et le vélo, voilà, je prends du plaisir et souvent je remonte, je remonte, je remonte. Et la partie cap, eh ben, Craquage. je vois plutôt les gens qui me font coucou au retour. Donc voilà, c'est les Ah, points, voilà, c'est si je dur ça, pouvais éventuellement. mentalement en fin de course. C'est dur en fin de course, ça C'est en ça. plus, tu te fais remonter à ce moment-là. Et c'est que ce serait lequel le sport dans lequel tu es le plus à l'aise et tu es le plus performante, entre guillemets? Eh ben, clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est le vélo. C'est un sport auquel je m'étais pas intéressée parce que enfant, j'avais fait des grosses chutes à vélo et j'avais vraiment peur. Il y a encore 3 ans, j'étais jamais montée sur un vélo de route. Et donc, bah là, clairement, j'ai découvert cette discipline et mon Dieu, déjà, enfin voilà, les investissements vélo que j'ai fait, le plaisir que je prends maintenant à rouler, c'est indescriptible. Ouais, c'est un sport effectivement en termes de liberté et de sensation quand tu descends un col ou quand tu traverses des paysages magnifiques, puis tu peux faire une grande boucle rapidement sur 40 ou 50 bornes, rapidement tu peux voir des paysages très différents. Effectivement, c'est très cool. Le passage au cale automatique, ça n'a pas été trop Ah, dur. ça T'es m'a passé dessus ou valu... pas? Non, ça m'a valu une entorse du genou. Ah oui, évidemment, J'ai la chute à chuté à l'arrêt. Est-ce l'arrêt que avec c'est mon le vélo. classique? Évidemment, le grand Oui, classique, le maître classique. Je pense qu'on y est tous passés, hein. Il y a tous un moment où on n'a pas réussi à déclipser, où la cale était trop serrée, le feu rouge, et boum. Et c'est en plus, ça. il y a toujours ce moment où tu as ton ego et les voitures derrière ou les potes cyclistes qui te regardent tomber au ralenti à l'arrêt. T'es en mode, ouais, je me sens vraiment nul à ce moment-là, mais ça fait partie de l'apprentissage et c'est normal dessus. Donc non, bah écoute, très très cool, ravi d'en savoir un peu plus. Et du coup, comment est-ce qu'on devient juge? Comment est-ce que tu as découvert, alors sur la partie escrime au début, comment tu as découvert que tu avais envie de faire juge et comment est-ce qu'on devient juge officiel de triathlon? Est-ce qu'on est diplômé par la ligue? Est-ce qu'il y a un circuit de récompense? Est-ce qu'il y a des formations, examens? Comment est-ce que tu définirais tout ça, ta vocation et le circuit au niveau de la ligue? Bah, moi, le souhait de devenir arbitre, c'est de me dire de pouvoir vivre les compétitions d'une autre manière. Et notamment, ce qui me faisait
méga envie, c'était d'être à moto et de suivre les têtes de course et de pouvoir vraiment, en fait, disputer la compétition d'une autre manière. Et là, tu es vraiment en direct. Et on a un relationnel avec les athlètes qu'on commence à bien connaître au fur et à mesure des compétitions. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Et donc, j'ai dit, pour voir une autre facette de ce sport où, on apprend en voyant aussi, hein, clairement, en voyant les gens, en discutant avec eux et autres. Ça fait aussi avoir plein de relations au niveau de la ligue, au niveau des compétitions. J'ai dit, allez, je me lance. Et donc, en fait, ça fonctionne, je pense, dans toutes les ligues de la même manière. Chaque année, il y a ce qu'on appelle une période de détection où, en fait, la ligue envoie à chaque club un document dans lequel les gens qui souhaitent s'inscrire en tant qu'arbitre au niveau de la ligue remplissent en disant voilà, moi je suis intéressé, voici mon numéro de licence. Parce que de toute façon, pour devenir arbitre, il faut être absolument licencié dans un club. C'est le premier step, il faut avoir ton numéro de licence. Il faut être licencié dans un club, hein, ça c'est important. Et aussi, les clubs ont tout à gagner à avoir des arbitres, puisque s'ils ne présentent pas d'arbitre à la ligue, ils ont des pénalités financières. C'est ça. Donc, c'est comme en athlétisme, tu gagnes des points auprès des subventions que tu peux avoir et plus t'en as. C'est ça. Là, en gros, ils pénalisent parce qu'en gros, c'est considéré un peu comme une activité bénévole où on fait vivre aussi les compétitions, parce que sans arbitre, il n'y a pas de compétition. Et donc, donc ça fait qu'il y a eu cette période de détection où je me suis présentée moi au niveau de mon club. Et derrière, on m'a dit les dates de formation seront au mois de janvier. Donc l'année dernière, au mois de janvier, je suis allée sur une journée de formation qui est à équidistance, on va dire, de toutes les personnes au niveau de la ligue. Donc moi, pour le coup, ça a été à Deauville. Et donc, on a passé une journée là-bas et c'est une journée vraiment de formation où on découvre déjà l'organisation, parce que les arbitres, il y a différents niveaux d'arbitres. Moi, je suis le premier niveau, le tout premier en bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les arbitres R3. Donc, c'est vraiment ceux qui vont être dans le plus gros, dans l'exécution, dans le plus gros. Et plus on monte et plus on devient arbitre adjoint, arbitre principal, et après on peut monter sur les niveaux de compétition. Moi, on va dire que je suis sur le premier rang au niveau des compétitions régionales, mais par exemple à la Ligue, on a des arbitres qui sont sur les compétitions nationales, voire même internationales, et c'est des paliers en fait de compétences qui se valident d'année en année. Et par exemple, là, tu n'étais pas sur la compétition, les mondiaux à Nice, tu ne pouvais pas y être en tant qu'arbitre, tu ne pouvais pas arbitrer samedi. Non, parce que déjà, ça ne dépend pas de ma ligue. Ok. Toi, tu es sur quelle région du coup ? Moi, je suis sur la Normandie. Voilà, la Ligue de Normandie. Donc forcément, ils ont appelé en bas. Et après, ils ont appelé au niveau national les arbitres qui sont qualifiés sur les niveaux, les arbitrages nationaux ou même des fois internationaux en fonction des compétitions. Donc, il y a différents niveaux. Mais sur cette journée, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend ce qu'on appelle la réglementation sportive. Il faut savoir que sur le site de la Ligue ou même de la FF3, elle est accessible. Il y a la réglementation sportive qui est mise à jour chaque année. C'est la Bible de l'arbitrage au niveau triathlon. Et donc, on retrouve à l'intérieur tout ce qui s'applique en termes d'articles et, on va dire, de choses à vérifier, à faire attention, à faire respecter. Et donc, vous êtes obligé de tout lire, ils vous demandent de tout lire. Alors, on lit pas forcément tout, mais on va vraiment voir les points spécifiques. Déjà, moi, ça m'a fait apprendre plein de choses. Après, le jour J, en fait, on ne repasse pas tout. On passe vraiment les choses clés qu'on va retrouver dans chaque type de triathlon, duathlon, swimrun. Il y a quand même des choses qui se répètent. Et donc, de ce fait, on va vraiment cibler les étapes les plus importantes. Et après, en fonction des spécificités, souvent, l'arbitre principal, qui est gestionnaire de la compétition, quand on lui attribue une compétition à gérer, lui revient vers les arbitres de niveau en dessous qui gèrent dans son équipe. Et en fait, derrière, il nous resensibilise s'il y a des points particuliers à ne pas oublier sur certains types de compétitions. Voilà. Ok. Ça marche. Et du coup, tu l'as dit à aborder rapidement. Tu peux, en tant que juge de triathlon, faire aussi le swimrun et faire aussi. On est en fait justement, quand on est arbitre à la Ligue, en tant qu'arbitre de triathlon, le triathlon regroupe toutes les disciplines associées, pas uniquement les 3 disciplines, mais le swimrun, le bike and run, les duathlons. Et donc, on peut être arbitre sur toutes ces disciplines-là. C'est cool et c'est bon à savoir, ça peut t'occuper le planning du dimanche plus facilement, comme ça il y a plus de courses dans ton coin.
Et ok, et du coup, donc c'est une journée de formation. Tu y vas, vous discutez du règlement et de l'organisation d'une course globalement, de ce qu'il faut faire et à qui vous devez référer. Toi, tu es niveau R3. Après, j'imagine qu'il y a R2, R1. R1 et après tu changes et tu montes et de nouveau tu fais alors après bah, c'est au Régional, niveau N, voilà régional, N3, national N2, et N1. voilà Et après, et tu montes et en fait il faut rester un certain temps pour pouvoir monter et il faut valider plus de 2 à 3 arbitrages par an pour pouvoir garder son statut. Si par exemple l'année prochaine je n'arbitre rien, je suis rayée en fait de la liste des arbitres. oh Je wow, peux c'est pas dur. garder mon statut parce qu'il faut toujours en fait Ok. prouver bah, qu'on est là, qu'on agit et puis qu'on reste à jour au niveau de la réglementation. Mais du coup, si c'est une formation en pyramide, ça veut dire que tout en haut, il y a un espèce de roi des arbitres. Il y a un mec, c'est On a un le king des arbitres. on a un référent arbitral pour la ligue qui est là en fait, puisque plus les arbitres montent en compétences, plus ils ont aussi ils font l'acquisition des compétences de formation et donc c'est eux qui vont après former les futurs arbitres de ligue qui rentrent dans le système Ok. de hiérarchie d'arbitrage. Ouais. Donc la ligue vous propose quand même des circuits de formation où vous apprenez comme une formation On classique. est en formation continue, on peut avoir des mises à jour si c'est nécessaire, mais voilà, chaque année et en fonction de, bah, par exemple, moi j'étais sur la formation pour les R3, mais si l'année prochaine je change de niveau, j'aurai peut-être une journée de formation sur une date différente avec des spécifications bien particulières parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'arbitre principal sur la compétition, le repère, il a un brassard jaune sur la Ok. compétition. T'as En écrit gros, qu'il faut être, nous, en tant que sportifs, il faut être pote non, faut avec être lui. pote avec tous les arbitres. Ouais, mais Mais s'il y c'est a un pot de vin surtout à donner, c'est au mec qui a un brassard jaune, c'est parce ça? que celui qui a le brassard jaune, faut un peu le considérer comme le manager et nous, on est l'équipe managée en Ok, fait. si on peut lui glisser 5 ou 10 balles pour qu'il nous prenne pas pour draft, on est bon, c'est à lui. C'est noté comme info. Donc voilà, donc si tu veux, il manage son équipe et pour te donner un exemple, l'arbitre principal, là moi j'arbitre une compétition dans 15 jours. Donc là, on a un groupe WhatsApp qui s'est créé via l'arbitre principal qui a appelé, alors nous en cours d'année en fait, une fois qu'on a fait notre formation, on reçoit un listing de toutes les compétitions qui ont lieu dans l'année et on doit se positionner dessus. Et après, le choix est fait par rapport à si on habite proche, si on est disponible à cette date et Besoin aussi sur également la course. le point par contre qui verrouille, c'est qu'en tant qu'arbitre, je ne peux pas arbitrer une compétition organisée par mon club. On ne peut pas être jugé parti, ce Ce serait qui est trop tout à fait facile. normal. Ce qui est tout à fait normal. On Mais voit donc ils venir la font, triche, sachant que le triathlète est tricheur de base. On la c'est voit ça. venir grosse comme une maison, la Donc triche. on verrouille quand même certaines Ils choses. ont bien fait. Et donc, si tu veux, donc là, tout est vérifié. Donc là, je suis sur on m'a appelé parce que j'étais sélectionnée sur celle-là. Donc, l'arbitre principal crée un petit groupe WhatsApp et en fait, on a la listing de toutes nos actions, ce qu'on nous a appris aussi à lire les fiches d'arbitre principaux le jour J de la formation. Et en fait, on a nos tâches attitrées toute la journée à réaliser. On sait où Par on doit exemple, se mettre, l'entrée de voilà. la transition, ou par exemple, tu seras sur la moto en train de vérifier le Voilà, par draft. exemple, je sais que je vais être en moto 1, là, dans 2 semaines. Enfin, voilà. Donc, on a tout notre plan pour que quand on arrive le jour J, nous, on soit calés pour accueillir le mieux possible les athlètes sur la compétition. Ce qui permet d'avoir une rotation, j'imagine, et que tous les arbitres soient pas. Enfin, c'est logique en vrai qu'il Oui, faille une parce que organisation. être toute la journée sur la ligne de montée et de descente, c'est long. Ah ouais, tu te fais vite tuer. J'imagine que tu te fais vite tuer et qu'il y a des postes qui sont plus intéressants. Bah, c'est sûr que la moto, c'est vachement plus Ouais, cool. tu fais de la moto, tu pénalises personne pour draft et ça, ça va très bien. Et la journée est nickel au soleil ou sous la pluie. Mais En c'est vrai. plus, nos motards sont super sympas à chaque fois. Donc, Est-ce que les questions que je me posais, est-ce que les motards, ceux qui pilotent du coup, sont aussi nécessairement des juges ou est-ce que c'est que le mec de derrière qui est juge et qui prend la sanction et le non, mec ouais. qui conduit est que un conducteur? Non, en fait, alors ça peut arriver. Alors il y a le cas. La plupart du temps, les motards qui sont sur les compétitions sont des sociétés. C'est des mecs qui ont créé leur groupe et qui font ça. Ils sont sur les cyclosportives, les courses, les grosses courses à pied, des trucs comme ça. Et donc tous les week-ends, ils sont payés pour ce genre de mission. Et des fois, bah, sur certaines compétitions, les motards font partie des bénévoles du club et sont aussi des triathlètes. Et Ça, ils peuvent j'ai par eu le contre. cas où c'est aussi un collègue arbitre. Mais pour le coup, il est dans son rôle où il doit mener l'arbitre qu'il a Ouais. derrière lui. Il est Mais juste conducteur, il n'est pas arbitre. il aura tendance à repérer, parce que bon, des défauts professionnels, on a tendance à repérer rapidement certaines situations, donc il aura eu tendance à ralentir à des endroits où il voit quelque chose, ou alors à me poster à des endroits en fixe
pour voilà un peu faire il sait un un peu peu plus, faire le il a radar l'œil un peu fixe. plus pertinent, c'est ça, un peu comme les gendarmes, à avoir un peu l'œil de bah là, je sais qu'il peut y avoir une bêtise, donc on va plutôt se méfier. Exactement. Mais la plupart du temps, ce sont des sociétés qui sont justement mandatées et rémunérées pour venir faire la partie moto sur les compétitions. Ok, ça marche, bah, c'est bon à savoir. Du coup, ça ne sert à rien d'être pote avec le conducteur, faut être pote avec le mec de derrière ou le mec qui a le brassard jaune. Si vous le voyez, lui, on a Puis de toute façon, repéré on nous l'info. repère, on a notre chasuble, hein, on a la Ouais, chasuble grise et bleue, et derrière, c'est marqué arbitre, donc c'est nous. il n'y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Et du coup, tu as parlé d'une fiche technique, d'un briefing technique en amont, d'une lecture d'arbitre. C'est quoi cette feuille? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans comme grandes infos? Alors, rentrons pas trop dans le détail parce que ça peut En être gros, relou. c'est un tableau, on le retrouve sur toutes les compétitions. En gros, tu as une ligne, en gros, ça fait un tableau avec plein de petites cases, un peu comme les tableaux de poule, moi, que j'avais en escrime, où tu avais, voilà, truc en première position, voilà, rencontre, machin. Bah là, c'est un peu pareil. En gros, en entrée d'un côté, tu as toutes les actions à faire. En entrée en haut, tu vas avoir tous les arbitres dédiés. Et en gros, et ben, en fait, là où la case est cochée, dans ta colonne à toi, bah, c'est ta mission. Donc, ça va être accueil des athlètes au parc à vélo. Ça va être gestion moto 1, gestion des arrivées. Et donc, Et en ce fait, on a briefing, notre planning. ce planning et ce briefing-là, qu'est-ce qu'il regroupe? Il regroupe votre lieu de poste, mais est-ce qu'il Ouais. regroupe aussi des zones? Est-ce que vous avez des infos sur la sécurité spécifique à chaque course? J'imagine que par exemple, c'est pas la même sécurité quand tu nages dans l'Atlantique pour les Sables d'Olonne, par exemple, ou quand tu vas nager en lac tranquillou caché, genre à Vichy. C'est pas tout à fait les mêmes règles de sécurité par rapport au courant, aux marées, etc. Sur les briefings, en fait, nous, les arbitres, on arrive bien plus tôt que les athlètes. Je pense que les gens doivent le voir. Souvent, les arbitres, nous, on est déjà là depuis un Oui. moment. Vous Et dormez donc, pas le week-end de la course, j'ai l'impression que vous dormez pas. Vous êtes là, alors, vous fermez le ouais, parc à vélo et vous le rouvrez. on arrive même la veille hein, pour certaines épreuves. Par exemple, là, je vais arbitrer sur le Béman. J'arrive la veille au soir. Parce que je me demande si on va pas avoir du briefing la veille au soir également. Donc, j'attends de savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que le matin, en fait, on arrive plus tôt. On est appelé à une certaine heure. Et on fait un briefing avec l'organisation. Et Ok. donc, on voit tous les points de sécurité nécessaires à vérifier. C'est ça, parce que au-delà de rallouer pour une mauvaise orientation ou un drafting, il y a avant tout le rôle d'un arbitre, c'est avant tout de la sécurité des On participants. sécurise, exactement. C'est Nous, ce ça, qu'on quand veut, il y a c'est du que les gens col. prennent du plaisir et qu'ils ne prennent pas de risques. Le but, c'est que tout le monde passe un bon week-end, que l'organisation soit pas inquiétée aussi et soit pas pénalisée s'il y a une erreur de la part de l'organisation. Il faut potentiellement que les juges puissent la combler. Il faut Oui. pouvoir combler cette erreur-là. Et est-ce que, du coup, en étant en Normandie, tu n'as pas encore fait de triathlon dans la montagne? Est-ce qu'il y a des spécificités sur le vélo en haute montagne? Est-ce qu'il faut aussi être guide de haute montagne pour pouvoir arbitrer en haute montagne et assurer la sécurité? Parce que c'est très spécifique de monter à des cols, enfin, quand tu fais les cols dans les Alpes, comme par exemple l'Alsman, j'imagine que le juge arbitre qui est sur sa moto, c'est des conditions qui sont très spécifiques pour Alors, réussir. on est sur du cyclisme route. Il y a du dénivelé comme partout. La sécurité est de mise, il n'y a pas de spécificité à proprement parler, les règles de drafting restent les mêmes. Les choses, on va être vraiment vigilant, que ce soit en montagne ou sur route plutôt pleine. On a quand même du dénivelé en Normandie, faut pas rigoler. Ouais, mais il y a Euh, moins de cols. Disons que et le col à 10% sur 20 Je bornes. suis de Savoie, donc le parcours de l'Alpsman, je le Tout connais excusé. bien, tout ce qui passe à l'Écheren, là-bas derrière les haillons, tout ça. Mais ce qui va vraiment primer, nous, c'est de rappeler aux concurrents que sur la plupart des compétitions, la route n'est pas fermée. Elle est encadrée, mais elle n'est pas fermée. Elle est Ça veut fermée dire que qu'il y a des sur Ironman. voitures, voilà, les voitures peuvent entrer. On passe devant des domiciles, donc les gens peuvent sortir de chez eux. Et le problème, c'est que ce qu'on veut, c'est que les règles du code de la route Ça s'appliquent pique. et Ouais. soient respectées. Et Parce ça, que c'est quand dur. on roule à droite, quand un véhicule arrive sur l'arrière d'un peloton ou d'un pack, Ultra ce barre. qu'il faut, c'est que la voiture va doubler comme elle doublerait un cycliste habituellement. Mais comment ça, un pack? On n'est pas censé avoir deux packs en triathlon, puisque c'est J'en ai interdit le vu la semaine drafting. dernière. J'étais On derrière, en mais voit j'en ai vu. partout. On va aborder Et ce on en sujet-là verra. qui Et me donc, tient à cœur. le fait est qu'il y ait un athlète ou même plusieurs où il y en a un qui est en train de doubler. Quand on est sur un processus, on vient doubler un autre athlète.
il faut pas se mettre tout à gauche et dépasser la ligne médiane. Ça, on verbalise nous en tant qu'arbitre là-dessus. C'est pour la sécurité. S'il y a un véhicule qui arrive en contresens, ou même des fois on utilise la route à l'aller et au retour, on a 2 triathlètes qui se télescopent, ça fait mauvais. Hein. Ou une bagnole qui descend dans l'autre sens et qui chope, parce que ça existait. Hein. Il y a des compétitions où des fois, la règle n'est pas respectée. Et quand il y a un cycliste qui finit dans un capot, Bah justement, c'est arrivé là cette année sur le l'Alsman où il y a un mec qui s'est mangé un camion sur la course. ouais, alors Et, dans les j'ai pas la totalité des circonstances, mais je pense qu'il y a eu le virage, il y a eu les circonstances du virage, le véhicule qui arrivait à ce moment-là aussi. ouais, les deux. Je pense que là, voilà. Et ça peut arriver, je pense, à n'importe qui, ce type d'accident. Mais sur compétition, ce qu'on veut, on veut pas des athlètes qui soient tout à gauche, alors qu'on sait qu'il y a des voitures qui arrivent derrière. Moi, dimanche dernier, j'étais sur mon vélo, j'ai aussi plus beaucoup de voix parce qu'il y a 2-3 fois, j'avais beau être athlète et pas arbitre, j'ai monté le son parce qu'il y a un moment donné, moi quand j'en vois je sais pas combien qui essayent de doubler, qui arrivent pas, qui sont en pack et que derrière il y a des véhicules qui arrivent, c'est leur sécurité en fait. Bon sens du triathlète une fois qu'il est en compète, mais ça c'est pareil dans toutes les compètes. Je sais pas si c'est pareil en escrime, mais en tout cas pour moi en trail ou en course sur route c'est pareil quand les mecs ils font du marathon ou de l'Aerox ou du trail, les mecs perdent le bon sens et sont en mode je suis en course. Et tout le bon sens dégage et c'est juste je suis en course, je vais tout droit, j'avance, je suis un sanglier. Très bien, mais s'il y a une voiture, t'es un sanglier, tu te manges le capot tout pareil et c'est dommage pour toi. Donc il faut aussi garder ce bon sens-là en tant que sportif, mais c'est dur quand on est en compète et qu'on est shooté d'adrénaline, d'endorphine et qu'on est en train de faire un effort quasiment maximal. Et puis, des fois, il y a des gens qui ne savent pas. Oui, aussi. On leur rappelle que le code de la route, quand l'arbitre principal fait les rappels en disant on vous rappelle que la route n'est pas fermée, que des véhicules peuvent rentrer sur le circuit et que vous devez respecter le code de la route, respecter le code de la route, il vaut pas la même chose pour tout le monde. Ah, clairement, mais ça après tu touches le même problème que pour les cyclistes quand on s'entraîne et que la route n'est pas fermée. Tu as des cyclistes qui en ont rien à faire, qui roulent en pack, qui ralentissent les voitures et qui font chier et qui du coup nous pénalisent, nous cyclistes qui essayons de respecter, parce que du coup je comprends que les voitures soient saoulées, mais à l'inverse tu as aussi des voitures qui ont des comportements ultra dangereux et c'est à toi en tant que cycliste, c'est toi qui sautes, donc tu peux faire le fier, le fanfaron et tiens tête à une voiture, si elle décide de mettre un coup de volant c'est toi qui vas fausser, c'est fini. Elle. Du coup, oui, mais il faut toujours faire gaffe, c'est nous qui sommes fragiles sur le vélo, donc forcément, comme les lois de la nature, si c'est toi qui es fragile, c'est toi qui as tort à la fin, si ça vient à partir en sucette, faut être prêt à ça. Mais oui, il y a des règles, les règles du code de la route s'appliquent, et ça, malheureusement, en vélo, il faut essayer de les respecter au maximum, et après faire avec les automobilistes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'automobilistes qui sont très très cons, et qui en ont rien à faire, et qui sont du coup dangereux, et ça, on le croise, je pense. Et sur compétition, ils sont encore plus énervés. Ouais, parce que la route est fermée déjà. On bloque les intersections, il y a des gendarmes, ils ne peuvent pas passer où ils veulent. Ils n'ont pas lu les panneaux informatifs. Voilà, et donc ils arrivent aux inters, mais ils sont rouges de colère dans les voitures. Moi, je les vois. Hein. Et les mecs, ils sont pieds sur l'embrayage et l'accélérateur. Ils sont prêts à décaler, à partir. Et on est d'accord, c'est dangereux. Et c'est du coup votre rôle aussi de tempérer tout ça et de permettre à ce que ça se passe pour le mieux et bien. Donc il n'y a pas que l'aspect, c'est important de le garder en tête. Non, vraiment, moi je martèle ça. Alors après, je suis que sur les premiers niveaux, mais vraiment, je martèle. On est là dans la prévention et la sensibilisation. Il faut que ce sport reste un plaisir. Il faut que les gens partent de leur journée en se disant waouh, on était en sécurité, on a été coucounés, j'ai performé, je vais me réinscrire à d'autres choses. C'était top et je repars avec le sourire, quoi. C'est ça. Et ça, beaucoup l'oublient parce que la performance passe devant tout et que, surtout en triathlon, avec l'omniprésence des datas, de la stat et du chrono, on a tendance à oublier qu'avant tout, il faut prendre du plaisir, rester en sécurité, avoir une équité entre participants, même si l'équité est dure, notamment au niveau du vélo. Mais ça, il y a eu on en discutait avant off, il y a eu une petite mise à jour qui devrait pas tarder à arriver sur les prochains mois ou les prochaines années, à voir comment est-ce qu'ils peuvent rendre ça accessible au grand public. Mais on peut imaginer une petite puce de suivi de draft qui serait sanctionnable beaucoup plus facilement. Ça a été vu, c'était sur un triathlon en Allemagne, j'ai plus le nom. Je ne sais pas si tu l'as, mais c'est quoi exactement, comment ça fonctionne? C'est des petits systèmes de capteurs en fait sur les vélos.
Et en gros, de vélo à vélo, je pense que ça communique. Il y a un petit système. Alors, je pense que c'est de l'infrarouge. C'est Ranger. Enfin, il y a le mot Ranger dans le nom de l'entreprise, mais je l'ai vu parce que je les suis sur les réseaux. Et en gros, c'est un système avec tout un système de data. Hein. Bon, bah maintenant, avec l'intelligence artificielle, toute la collection de données, on peut. Et en gros, on est capable de voir si les distances entre les athlètes ont été respectées grâce à ce système qui va compter en fait, ça va compter les temps dans lesquels l'athlète n'a pas respecté ces distances obligatoires de drafting, en fait. Ouais. Et ça, tu le vois du coup direct, ça saute dessus Ouais. Et ils vont mettre ça, alors c'est en test sur beaucoup de compétitions, des grosses compétitions officielles et autres, parce qu'il faut quand même pas oublier que ce matériel a un coût et que pour les petites c'est le vrai compétitions de problème. ligue ou ces choses comme ça, je pense que nous, en tant qu'arbitre, on fera déjà bien le boulot. Voilà, mais je pense que pour les grosses compètes où des fois ça se joue à des quelques pouillèmes de secondes sur des arrivées ou des gestions de vitesse où il y en a un derrière qui a bien profité et qui mange derrière l'autre, Ou bah sur la voilà. course à pied qu'il ponce parce qu'il est resté planqué tout le vélo et que Et du qu'il coup en il a arrive bien sur la course profité à pour pied, se il est en reposer. forme. Voilà. Et on est d'accord, les 2,40 ne se valent pas quand tu es planqué à l'arrière d'un pack ou quand tu es en tête du pack et que c'est toi qui fais l'effort. En vélo, ça peut être quasiment jusqu'à 80% d'efforts économisés. Hein. C'est C'est plus le ça. même sport et c'est plus la même dépense. Moi, je milite pour du triathlon propre et pas de draft. Ça s'est entendu si vous écoutez mes podcasts régulièrement ou que vous me suivez. Ça m'a saoulé sur l'Ironman des Sables d'Olonne, mais ça me saoule depuis toujours. Pour moi, on fait du triathlon de 1 pour respecter les règles. Et au même titre que si on veut pas respecter la règle du draft et qu'on se met dans des packs ou derrière des roues, ça peut arriver que de temps en temps, dans des configurations spécifiques sur des routes, on soit obligé de prendre la roue de quelqu'un. Mais ça, en tant qu'arbitre, j'imagine que vous avez l'œil aussi bah là, effectivement, il n'y a pas le choix que de devoir. Bah, typiquement en montée, je vais Ouais, pas pas pénaliser grave en quelqu'un montée, le dans une draft, côte à 8%. et puis en tant qu'amateur, on est à 9 km/h dans la montée. À 9 km/h, le draft, il est quasiment, c'est du pouillem, c'est rien, donc ça, c'est pas grave. C'est, on est tous sur notre manivelle en train de se dire, faut pas que je m'arrête, sinon je tombe avec mes C'est cales. exactement Donc, ça. Donc, être dans la roue ou pas, à ce moment-là, ça n'a aucun impact. Mais pour autant, je comprends pas en fait comment mentalement on peut se dire tiens, je vais aller me mettre dans un pack, je vais faire toute la course. Enfin, typiquement sur l'Ironman, le full des Sables d'Olonne, il y a des mecs qui ont fait quasiment tout le vélo à 34, 35, 36. Il y a énormément de gens qui sortent des vélos à 38 qui sont quasiment des chronos de pro. Derrière les mecs qui font des marathons en 4h30, et t'es en mode du coup, soit t'as pas géré ton vélo, soit t'étais en draft pur et dur et c'est pas ton niveau. Et pourquoi tu l'as fait? Pour moi, c'est le même raisonnement que, en fait, si tu veux perfer à tout prix et drafter et pas respecter la règle, pourquoi pas, vas-y, mais dans ce cas-là, fais-toi des piqûres de PO aussi. Tant qu'à faire des trucs interdits et vouloir perfer à tout prix, vas-y, dope-toi et on y va à fond. Et au moins, t'es bon, t'auras des stats pour vraiment frimer. Et dans le milieu amateur, tu pourras frimer jusqu'à ce qu'il y ait des contrôles et que tu arrives à la porte des pros. Mais tu arriveras lundi matin à la machine à café, tu pourras frimer sur tes moyennes et sur ton chrono et tu seras fier de toi ou pas d'ailleurs. Mais comment vous, est-ce que on va en parler du coup de ce fameux draft. C'est très énervant pour ceux qui draftent pas de voir que les moyennes sont pompées et faussées en tout cas, parce qu'il y a ceux qui draftent qui du coup, et on parle pas de 2-3 cas isolés, on parle de quasiment la moitié des coureurs. J'ai pas la stat exacte, mais je pense qu'on doit aussi entre 30 et 50% facilement des coureurs qui draftent à leur insu ou non, ou qui se retrouvent en pack, ou qui se retrouvent ou des fois vraiment. tu peux te faire drafter, t'es pas au courant, ça m'est Oui, arrivé c'est une ça. fois. Mais toi, t'es devant, donc c'est pas ta faute, entre guillemets. C'est là. Mais celui qui est derrière, effectivement, il peut sucer la roue et Et juste tu en t'en mode, rends pas compte, hein. Avec le bruit du vent, tu sais, de bout d'un moment, tu vois quand la t'es dans moto ta, qui et puis toi, s'amène, tu t'en fous. T'es dans ta course, tu fais ton taf, c'est ça. t'avances. Comment est-ce que vous gérez ça? Pourquoi est-ce que moi, c'est la grosse question et c'est ce que je t'ai dit, c'est la première question que je t'ai posée quand on a commencé à parler. Pourquoi les arbitres sanctionnent pas notamment les packs? Parce que les packs, c'est visible, tu le vois en tant qu'arbitre, mais techniquement, ils sont pas dans la roue l'un de l'autre. Ils sont tous en train de se doubler, c'est un peu En flou. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le drafting, alors effectivement, il y a des distances très particulières à respecter. En fonction si on est sur des courtes distances ou du longue distance, on est soit à 7 mètres obligatoire de respect, soit à 12 mètres de respect obligatoire, quand on est vraiment sur le long. C'est ça. Et le fait est qu'en fait, ce qui est compliqué pour nous en tant qu'arbitre, c'est de pouvoir être derrière chaque athlète. C'est ça la problématique. Ça, c'est pas possible, ça, on est d'accord. On peut pas. Et si tu veux, par exemple, sur une compétition de plus de 300 à 400 athlètes, il faut penser qu'il y a 3 motos. Donc, il y a 3 motos pour lesquelles on nous demande de couvrir. Et en fait, c'est toujours le pas vu, pas pris. Et en fait, il y a un moment donné, alors
Bon, je sais pas après dans les situations que tu as pu peut-être percevoir pendant ton Ironman, mais dans le sens où, par exemple, moi là, le week-end dernier, alors je suis pas une grande athlète, hein, je suis une athlète tanda qui fait ça pour le plaisir, mais je peux te jurer que la semaine dernière, dimanche dernier, je n'ai pas vu une moto. Pourtant, mon mari m'a dit, si, l'adjointe, pas l'adjointe, la paix est passée, l'arbitre principal est passé, mais il m'a dit, elle a suivi que la tête de course, parce qu'on sait que sur ces compétitions-là, ce Bah, qui se joue pour les classements à la ligue, c'est la tête de course. Et mais ça, on est qu'après, bien bon, bah, d'accord. le lendemain, mais le lambda, on va dire, athlète derrière, bon, bah, ça roule, mais après, bon, il y a des packs. T'as souvent des gens, des potes qui roulent entre eux, qui se font des relais, des machins, Des j'en mecs ai du vu. club, mais des mecs du club qui ont en plus la même trifonction et tu sais, tu le sais en Oui, plus à où ce on a moment-là. certains clubs qui viennent sur nos compétitions dans notre région comme compétition d'entraînement et qui draftent à foison et on a beau leur Juste dire quoi que ce foncer, soit, ils en ouais. ont rien à faire. Et comment, mais dans ce cas-là, c'est vrai que c'est compliqué de voir, de percevoir tout ça. Et même moi, sur 3 motos, alors moi, je suis plutôt dans la sensibilisation, ce qui n'est pas le cas des fois dans toute ligue, mais quand je vois que ça commence à se rapprocher, je siffle et je donne de la voix sur la moto. Donc souvent, les mecs se disent, ah mince, elle a repéré. Et Ouais. souvent, je demande à mon motard de me mettre plus loin, Tu me vérifies si poser en avance, après il redraft ou pas. me met en fixe et je vois si ça redraft ou pas. Souvent, quand ils ont commencé à prendre un premier avertissement, ils commencent un peu à avoir le Ouais. trouillomètre à zéro et ça se remet, ça se recadre. Mais ils savent bien qu'à un moment donné, nous les arbitres, on suit la compétition, mais après, on doit aussi faire tout ce qui est arrivé des athlètes. Ouais, c'est Donc, ça. si tu veux, en fait, si je te montre ma grille, on en parlait en préambule, si je te montre ma grille d'activité, toute la journée, je bouge. On n'est pas statique et être tout le temps sur le parcours Et vélo. forcément, la fin de course sur la partie vélo est moins surveillée et moins soumise au draft, mais c'est Exactement. moins important aussi, Voilà. entre guillemets. Mais là, je te Ça veut parle pas plus. dire que c'est pas, enfin, ça veut pas dire qu'on ne donne pas de l'importance aux athlètes parce qu'il y a toujours aussi un qui essaye quand même de faire la fin de course. Mais on va dire que le drafting sur la fin de course va avoir peu ou pas d'impact Ouais. sur éventuellement derrière Et le classement. c'est presque logique et cohérent. Et puis, c'est presque pour des mecs à ce moment-là, ou des meufs, on est en mode, c'est pour finir la course presque. C'est pour pouvoir passer la barrière horaire et C'est pouvoir ça. enchaîner sur de la course à pied. Donc, moi, c'est pas ce que je juge grave, entre guillemets, c'est se donner les moyens. Ça reste du hors-jeu complet. Mais c'est plus, tu vois, sur l'Ironman, 180 bornes, 5h30 de vélo. Ouais. Roule à 33, je fais partie du premier tiers de la course. En faisant partie du premier tiers de la course, je croise 3 arbitres sur toute ma course. J'ai été doublé 3 fois. Donc, c'est-à-dire que comme le carton rouge arrive à la troisième, même si j'avais drafté à 100% sans faire gaffe, j'aurais juste pris un carton rouge potentiellement à la troisième fois. Donc, il aurait suffi d'une fois, un coup de Ouais. bol. Ou la première fois, il m'aurait fait un avertissement, il me sanctionnait pas, bah, je sortais qu'avec 2 cartons bleus, je prenais mes 6 minutes de pénalité, mais comme au lieu de rouler à 33, je roulais en peloton et je serais monté à 36 ou 37, j'aurais gagné 20-30 minutes sur 180 bornes, bah du coup forcément c'est bénéf, je préfère prendre mes 6 minutes de pénalité et avoir gagné 25 minutes, je suis quand même bénéficiaire de 19 minutes et en plus je récupère et je me pose à l'arrivée, sur la transition avant le marathon, je récupère, je peux manger et boire, Oui, voilà, tu te fais un et pique-nique. sur un full, t'es bonnard, hein, c'est assez sympa. Et c'est ça que je comprends pas, ça se voyait. Et en fait, j'ai eu la sensation alors c'est sur le label Ironman, donc c'est un peu différent parce que Mm. les arbitres sont propres au label Ironman. Alors oui, ils ont leur système de gestion, mais ils font appel aussi aux arbitres de la ligue, hein. Oui, c'est ça. Puisque sur l'Ironman de Tours, ils étaient en manque d'arbitres, nous de notre sur Oui, leur ligue pour à eux, compléter les et ils effectifs. ont appelé en région parisienne, ils ont appelé en Normandie, et moi j'ai un collègue de Normandie qui est allé sur l'Ironman de Tours. C'est ça, ils complètent les effectifs Mm. pour atteindre le niveau. Mais je trouve ça fou quand tu vois des packs sur full et ça se voit. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas en train de dire, bah, ils sont 2-3, peut-être que là, on n'est pas en train de chipoter. Les mecs sont 40 ou 50, ça roule à 40 à l'heure. T'es en mode, et tu vois le juge arbitre passer. Et moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'en ai déduit, c'est qu'en gros, il allait pas sanctionner 40 athlètes. Bah C'est ouais, pas jouable. c'est compliqué, et puis il faut que les dossards, enfin, faut que les numéros soient visibles, il faut arriver à tout voir, et il faut que tu annonces chaque athlète, chaque numéro de dossard que tu siffles, et que tu annonces le carton. Donc je Donc vous, pense vous que êtes, oui, en fait, vous effectivement, êtes ça peut bloqué. être En tant que juge, vous êtes très bloqué sur fastidieux. la faisabilité de la sanction. Et globalement, en gros, si on veut drafter et pas respecter les règles, on se met au milieu d'un pack, on est tranquille. Et il y a aussi un point important, c'est que on a fait un calcul l'autre jour avec un collègue.
si chaque athlète respectait sa distance obligatoire de 12 Ouais, tu peux mètres pas. sur ce genre d'épreuve, t'as pas assez de longueur d'épreuve pour mettre tout le monde. Ouais. Mais après, enfin si, parce qu'après, il y a juste à te décaler, parce que tu peux. Oui, alors tu peux te décaler d'1,50 m, mais attention que ce soit pas considéré comme un dépassement trop long, C'est parce ça. que tu as 25 secondes pour dépasser l'athlète qui est devant toi, et Touche donc l'autre là aussi règle, tu peux effectivement. ramasser. Ah, mais ça, on est bien d'accord, tu touches l'autre règle, et c'est là où les règles se marchent un peu dessus, et c'est compliqué d'arbitrer aussi pour vous. Moi, je pense que c'est comme en trail quand on va en haute montagne et qu'il y a des mecs qui prennent pas de coupe-vent. T'es en mode, à un moment, c'est ta sécurité, c'est ta responsabilité. C'est comme moi, quand je vais sur un triathlon, j'y vais pour moi me dépasser, me Oui. surpasser et voir ce que je vaux moi sur le vélo. Pas voir, si je veux voir ce que je vaux en draft, je vais faire une cyclo. Je m'inscris Et en cyclo pur et je pour, consulte pas. pour moi, ce qui me paraît aussi important de rappeler, c'est que quand on vous fait rentrer au parc à vélo, on vérifie les cintres. Et sur les compétitions où le drafting est autorisé, puisqu'il y en a certaines, hein, ça arrive, on vous demande d'enlever les prolongateurs. Sur toutes ces compétitions Ironman, vous êtes tous sur les prolongateurs, on vérifie les cintres, tout ça. Si jamais il y a une chute, un prolongateur peut encorner quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut lui perforer les poumons, on peut, voilà. Il y a aussi ça. Moi, je rappelle toujours aussi, quand j'ai des athlètes qui draftent, je dis, si jamais il y en a un de vous qui chute, Mais en plus, les mecs roulent tout seuls à l'année. Ils n'ont pas l'habitude de rouler en c'est peloton. ça. Ils n'ont Je pas dis, l'école. s'il y en a un de vous qui chute, vous allez vous blesser ou blesser celui qui est à côté de vous, mais de Un manière peu. importante. On parle pas juste d'un steak ou d'avoir une pizza sur la cuisse qui va Non, mettre 2 semaines à guérir. On parle de tu vas t'empaler, tu vas peut-être te perforer un poumon. c'est une Enfin, question de des trucs, sécurité aussi. ah oui, non, c'est très très violent, mais ça, c'est pareil. En fait, c'est la sécurité. Moi, enfin, je fais de l'ultra trail et c'est la même chose quand on va à haute montagne. Vraiment, il y a des mecs qui partent sans couverture de survie. Oui, en Tu sais, tongs. ils se disent, bah vas-y, j'ai pas besoin de 2 litres d'eau. Bah non, on sait que t'as pas besoin de 2 litres d'eau, mais imagine, t'es à 3000, tu te fais une cheville, bah Oui, rapidement, tu vas avoir besoin de tes 2 litres d'eau en fait. Tu vas être content de les avoir et de pouvoir attendre 2 heures au chaud que sous les ta secours couverture de arrivent. cheville, l'hélico, et de pouvoir avoir de l'eau pour juste survivre à ce moment-là et tenir bon. C'est pareil en triathlon, c'est pour avant tout notre sécurité. Mais c'est marrant de voir cette dualité entre ce qu'il faudrait être fait. Est-ce que les gens jouent avec les règles? Est-ce que tu as pu faire déjà des triathlons ailleurs, soit en tant que sportif, soit dans d'autres pays? Est-ce que c'est une mentalité qui est très française de drafter? Parce que moi, j'ai jamais fait à Non, l'international. j'ai pas eu cette occasion. Alors pour le coup, là dans mon club, j'ai une jeune femme qui va à Kona au mois d'octobre. Donc je pense que je lui demanderai comment Mais ça ça tombe se bien, passe sur la belle. l'épisode de la semaine dernière, c'est avec une athlète que je coach qui est Voilà. sélectionnée à Kona. Je vais lui Bon, demander, de savoir comment ça se passe sur ces autres pays, voilà, en termes de. Alors ça on fait sait en plus partie des c'est questions, le effectivement. Ouais. top, mais je Mais suis normalement, ouais, curieuse mais de savoir. Et comme son c'est le copain est top, arbitre avec moi, donc je pense qu'il va lui poser autant de questions. Donc ouais, c'est ça. Mais en fait, comme c'est le top, c'est aussi des mecs qui sont, ou des meufs qui se sont potentiellement qualifiés en draftant. Et du ouais, coup, oui, pour certains, oui, peut-être pas pour pour tous, certains, mais mais du coup, en fait, c'est la question de est-ce que c'est très français comme mentalité de contourner la règle et d'essayer juste de se dire ah bah on peut pas drafter, mais moi je vais quand même le faire parce que bah attends, je préfère rouler à 33 ou à 34 que rouler à 30. Oui, bah d'accord, ok, bah draft. Mais est-ce que tous les pays font ça? Est-ce que c'est propre aux triathlètes mondiaux ou est-ce que c'est très français? C'est ça, je sais, j'ai pas la réponse à ça. ouais, non, j'ai pas la réponse non plus. À voir. Mais bon, c'est des comportements. Mais je pense aussi, il y a de manière générale. Alors, quand on est athlète, qu'on commence à avoir l'habitude des compétitions, on est alerte à ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent sur des compétitions qui ne savent rien du tout. On les prend vraiment de A à Z, hein. Même juste déjà serrer une jugulaire de casque de vélo, c'est déjà. Suivent le parcours à la lettre, il y en a qui se perdent et qui s'en prennent après aux arbitres en mode bah, vous avez mal orienté, vous avez mal arbitré. Alors, c'est les bénévoles qui orientent sur le parcours, hein. C'est les Ah ouais, bénévoles. ok, donc on peut pas mettre d'arbitre à des endroits de. Non, ce sont les bénévoles qui assurent que Alors, les gens suivent bien dans ce le cas-là, parcours. comment ça se passe quand tu sors du circuit parce qu'un bénévole t'a mal orienté la course? Admettons que tu sois en queue de peloton, tu arrives, on te dit bah non, la barrière horaire là, c'est terminado, bonsoir, tu peux plus participer à la course, mais c'est pas l'erreur du triathlète. Bah Le là, triathlète était après, mal invité.
ça passe en discussion. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'arbitre principal arrive et il y a toute une mise de discussion à savoir où est la responsabilité, tout ça. Ouais, ça peut arriver. Mais ça, le temps que ça se fasse, t'es encore plus loin dans la barrière horaire et la journée Oui, déjà forcément. Puis à mon avis, si en plus t'as roulé plus que prévu, au bout d'un moment, je pense que tu jettes l'éponge, quoi. Ouais. Tu prends le vélo, tu le poses dans le truc à côté, tu dis les gars, ramenez-moi. Si ça concerne 1 ou 2 triathlètes ou si ça concerne 50 triathlètes ou 200 triathlètes Ouais, sur la course. ouais. Mais de manière générale, c'est les bénévoles, c'est quand même très bien encadré. Moi, je vois par exemple une compétition comme Deauville, qui est quand même un triathlon international. Franchement, c'est ultra bien géré. Ils ont un nombre de bénévoles conséquent et tout. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir toujours des bénévoles sur nos compétitions. Inscrivez-vous en tant que bénévole sur les compètes, on en manque toujours. En plus, on y mange toujours bien, on repart toujours avec un joli t-shirt ou une bonne bière locale. C'est des bonnes journées. Ok, et du coup, au niveau, en tant que juge, si tu devais faire un top 5, top 10 en fonction des règles qu'il faut absolument respecter en triathlon, tu dirais que c'est quoi les grandes règles, hormis le drafting? On a compris, je lâcherai jamais l'affaire sur le drafting. Pas de drafting, faites du triathlon propre, draftez pas. Hormis celle-là, c'est quoi les autres grandes règles, les erreurs principales? Alors, on va rester dans le très basique, très classique, ouais. ou des petites règles un peu originales que tu as pu croiser? Alors, règle originale, j'en ai pas forcément plus croisé que ça. Moi, je dis vraiment les choses que les gens doivent vraiment se mettre en tête. C'est déjà, on n'arrive pas au parc à vélo avec son sac, avec les étiquettes dedans, tout ça, et on verra. Non, c'est avant d'arriver dans le parc à vélo, on se met en conformité, parce que ça, beaucoup de gens l'oublient. Hein. Donc, on amène tout son matériel et surtout, il faut se dire qu'on ne dépose que ce dont on a besoin dans le parc à vélo. On ne laisse pas la moitié de sa bagnole à côté du vélo. De la voiture. Exactement, c'est ça. Faut se mettre en condition, voilà. Donc le tout, c'est déjà de vérifier son vélo en lui-même la veille, hein, parce que les pompes à vélo, les machins, tout ça, non, c'est bon. Il y a déjà assez de bazar. On a de moins en moins de place maintenant pour mettre les vélos en plus dans les parcs à vélo maintenant. Donc vraiment, c'est de checker son vélo, checker ses freins. Si on a pu aller chercher son dossard en avance la veille, on prépare son étiquette de tige de sel. On étiquette son casque. Souvent, on a plusieurs étiquettes. On met bien une si on a une qui va devant, et s'il y en a une deuxième d'étiquette, on la met à gauche parce que la moto arbitrale passe toujours à votre gauche et jamais à votre droite. Donc si jamais même on en a qu'une, on met l'étiquette à gauche. Voilà, c'est ça. Pareil, la puce qu'on met à la cheville, la puce, on la met à l'opposé du dérailleur, on la met à gauche parce que si jamais on la met côté dérailleur, on l'accroche. Adieu Berthe, t'as plus de timing, t'as plus rien. Ciao. Ceinture 3 points, c'est l'essentiel aussi en triathlon. Pourquoi la ceinture 3 points? Tu la tournes, puisque comment tu la récupères après ta natation, ta ceinture 3 points met ton dossard derrière en tournant, parce qu'on veut voir ton dossard sur tes fesses, nous, quand on est arbitre, pour te voir de loin. Et quand tu cours, à l'arrivée, on a besoin de voir le numéro du dossard pour noter les arrivées. Pourquoi 3 points et pourquoi c'est chiant sur 3 points et pourquoi les porte-dossards 2 points? Pourquoi il y a une discussion là-dessus? Ça vient d'où, ça? Parce que c'est vraiment pour l'accroche, en fait. Et même moi, je l'ai vu. Hein. Des fois, le dossard, il se délite parce que tu as transpiré haute et au moins, tu es sûr de ne pas perdre ton dossard. Il reste accroché vraiment. Même à 3 points, il s'est délité. Ouais, bon, mais voilà. Mais le tout, c'est vraiment d'arriver à bien le conserver. Pourquoi? Ce qu'on explique toujours, c'est que le dossard, c'est ton assurance sur la compétition. C'est-à-dire qu'il t'arrive quoi que ce soit, ou même tu t'es gouré de route ou autre. On t'identifie que tu es sur la course, en fait. Ouais. On identifie que tu es un athlète et qu'on doit faire attention à ta sécurité. C'est comme ta carte d'identité quand tu es en voyage. C'est un peu ça, exactement. Donc, il y a la ceinture 3 points, on vérifie bien ça. On vérifie son cintre, qu'on a bien ses bouchons de cintre, si on a un vélo de route. Parce que sur les contre-la-montre, c'est plus une question qui se pose. Donc, forcément, on vérifie bien ça, on vérifie bien l'état de ses pneus. On prépare ses affaires et quand on rentre dans le parc à vélo, on se montre à l'arbitre de la bonne manière. On met son casque sur la tête et on ferme la jugulaire parce que nous, on a besoin de vérifier que le casque il flotte pas parce que c'est votre assurance vie, que les gens s'ils tombent et que le casque est mal fixé, on se tue. Il n'y a pas de... Voilà, on finit. Et là, c'est l'orga qui est responsable en plus. Donc ça, on vérifie sa sécurité, on montre son vélo, on montre son dossard, tous ses stickers, tout ça. Et puis, on peut derrière passer
entrer dans le parc à vélo. On suit bien son emplacement, on s'installe pas n'importe comment. On respecte sa bande où on peut déposer ses affaires. On est propre, on est toujours très propre et on ne jette jamais de déchets en triathlon en dehors des zones de déchets. Attention, ça c'est très contrôlé, ça vaut pour carton jaune en tout cas. Et remise en conformité, c'est-à-dire qu'on descend de son vélo, on va chercher des affaires, on les met à la poubelle et on remonte sur son vélo. Oui. C'est bien, c'est chiant. Bah ouais, mais environnement first. Totalement. Et il y a des zones de propreté, c'est à respecter. Et vraiment, voilà, de faire attention à sa sécurité, à être bien identifié quand on arrive, parce que souvent, les gens, la première chose, c'est que nous, on voit des gens arriver au parc à vélo, ils ont un sac Lidl avec tous leurs trucs dedans et je dis non, le casque sur la tête, j'ai la puce, ah non, c'est tout dans le sac, vous vous mettez de côté, vous préparez et ensuite on vous dira si vous êtes conforme pour rentrer dans le parc à vélo. Ouais, mais ça c'est presque du bon sens. T'arrives, t'es censé avoir tes 2 sacs sur l'épaule, tes 2 sacs de transition. Et ouais, mais il y a des gens pour qui c'est de la découverte. Et un point essentiel, et je ne le rappellerai jamais assez, je le fais déjà dans mon métier de tous les jours, mais quand vous avez un règlement de course, lisez le règlement de course. J'en ai jamais lu aucun. Tout est marqué dedans. C'est-à-dire que c'est marqué les temps de pénalité au carton. C'est marqué si on déduira ou non le temps de pénalité à la fin ou si il faut passer par la penalty box. Il y a tout est indiqué. Vraiment, si le drafting est autorisé, non autorisé. Personnellement, en tout cas, le point qui me saoule le plus, je n'ai jamais. À chaque fois, j'ai pris le carnet ou le PDF et j'ai fait yes, j'ai reçu le mail. C'est bon, nickel, allez. Il y a tellement d'informations qui sont données dans les règlements de course. Ce ne sont pas les arbitres qui les rédigent, les règlements de course. C'est l'organisation. Une organisation de course, c'est très, très lourd à organiser. En termes de tout ce qui est gestion sécurité, recruter les arbitres, les bénévoles, le parcours, faire valider les parcours en préfecture, tout ça. Ouais. Sachez qu'un règlement de course, il y a des gens qui passent des heures dessus à le rédiger à la ligne. Donc, lisez-le pour eux. Et vous en apprendrez, vous aurez plein d'infos pour le jour J. L'horaire de l'ouverture du parc à vélo, tout simplement. Les gens, à quelle heure ouvrent le parc à vélo? C'est marqué sur le règlement, d'arriver à la bonne heure, de pas être en panique. On a toujours les gars qui arrivent en dernière minute, qui jettent tout dans le parc à vélo et enfin voilà. C'est wham, c'est 100% wham. Tout le triathlon, il n'y en a pas un, mais c'est ma gestion de course aussi. C'est une gestion du stress plus qu'autre chose. Mais ouais, non, en vrai, c'est bien d'en prendre conscience aussi que c'est une orga et que pour l'organisation, justement, c'est souvent du travail sur 1 an avant. Où une course, c'est pas toi, tu la vis que le week-end et tu la vis du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi globalement. Mais en réalité, pour une course, pour qu'elle existe, c'est le lendemain de la course, ils commencent déjà à penser à la saison d'après. Exactement, il y a un débrief. Nous, en fin de journée, les arbitres ont débrief avec l'organisation. Ouais, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. S'il y a des choses qui n'allaient pas, ces choses-là, notamment même des fois sur le positionnement des bouées lors de la natation, des choses comme ça. Vraiment, on fait un débrief pour garder ce qui va et ce qui ne va pas. Et tout de suite, ils pensent à l'année suivante. Mais ça, c'est bien d'en prendre conscience que c'est pas juste une orga ça se fait pas en 10 minutes, ça se fait pas 2 semaines avant. Non. Et, c'est pareil, c'est comme les mecs qui demandent des questions par mail. J'imagine que les orgas reçoivent des mails. Ça doit être tellement drôle. J'aimerais bien choper un organisateur et lire des mails, juste lire les mails qu'ils reçoivent, genre la semaine d'avant le triathlon, des trucs ultra random. Salut, j'ai changé de vélo. Est-ce que c'est important de vous dire que ça fait moins de 20 kilos ou plus de 20 kilos? Non, on s'en fout. Genre. Non, après là où ça rougne beaucoup, c'est par exemple, j'ai eu le cas le week-end dernier. La qualité des eaux est un petit peu compliquée en ce moment, nous en Normandie, et on a des problèmes de cyanobactéries. Ouais. Et donc le lac était café de cyano. Et en fait, la compétition s'est transformée en duathlon. Et alors le mot duathlon fait peur à beaucoup d'athlètes. Ouais. Mais il y a eu un taux de do not start, je t'explique même pas. Et ce qui est très marrant parce que tu as le truc de quand il y a de la natation, le triathlète râle parce que la natation c'est souvent le sport délaissé, difficile, que les gens en moyenne, en globalité, pas tout le monde évidemment, mais en globalité n'aiment pas. Et quand tu leur dis l'eau est pas propre, on va enlever la natation, on va juste rouler et courir. Ah non, mais c'est plus un triathlon, ça ne va pas. C'est ça. T'es jamais content. Et en plus, tu vas drafter sur le vélo. Arrête 2 minutes. C'est ça. Donc, il y a les switches comme ça aussi où les gens râlent beaucoup, mais ça peut arriver de dernière minute parce que des fois, les analyses faites par les organisations arrivent la veille. Et donc, des fois, on annonce le matin même aux athlètes qu'ils ont à ranger la néoprène et que ce sera un duathlon.
Ouais, et ça, les règles, c'est 16 degrés et 22, 24. Alors oui, voilà, au-dessus de 24 degrés, on a un risque de surchauffe pour l'athlète dans l'eau, donc elle est interdite. Ça veut dire qu'on peut nager tranquillement. Et en dessous de ces 24 degrés, elle est tolérée. Et en dessous de 16 degrés, elle est obligatoire. C'est ça. Et si Et l'eau est elle est. inférieure à 12, pas de natation, c'est trop froid, risque d'hypothermie. Oh, sauf sur certains, le Norseman, l'eau, elle est à 9 degrés, je crois. Alors ça dépend le Norseman parce qu'ils sont quand même en plein été. Faut regarder la température de l'eau. Puis après, bon, bah, ça dépend où est-ce que l'arbitre a fait pipi quand il a fait la mesure de. Non, mais c'est exactement ça, parce que, à savoir que l'arbitre va à 50 mètres au large ou à 50 mètres au Oui, départ. c'est ça. On a une sonde. En fait, Le on a matin une même. sonde et on va vraiment sur la zone la plus large, on va dire, de la baignade, dans la Et zone où il y a c'est les un club bouées. de l'arbitre où tu peux Et faire ça. 2 heures avant, 1 heure avant, on fait un relevé. Et le but, c'est que quand les athlètes arrivent, souvent le speaker au micro va annoncer si dans quelle mesure on est au niveau de la néoprène et la température de l'eau. Voilà. Ouais, donc ça fait partie aussi des responsabilités du corps arbitral Ouais, d'aller mettre les bouées. pour la course. Et c'est dur à mettre une bouée ou pas? Bah, alors je l'ai pas fait encore perso, mais Tu l'as construit à la faut bouche? y aller avec le petit. Bah, enfin, elle est lestée pour qu'elle Ouais. bouge pas, mais faut la tirer. Mais je pense que là où c'est plus compliqué, et je pense que mes collègues qui se sont occupés de Deauville et même les années précédentes, à Deauville, on a des tempêtes Naoul. chaque année Ouais, en il y a mer, eu Naoul. Cette et année, quand il y a eu il faut Naoul de Zinzin. quand il faut aller mettre les bouées, je sais même pas comment ils font parce que moi je pense que j'aurais vomi 3 fois avant d'arriver à mettre la bouée au bon endroit. Il la gonfle avec la bouche ou vous avez un gonfleur Moi je pense parce que je sais pas si t'as vu elle les est tailles, énorme. elles Oui. sont énormes les bouées. Ça Même serait drôle si de t'es voir Méro, l'arbitre en tu les train de vois. gonfler la bouée le matin, à 5h du mat, dans une houle sur un bateau. Ce serait incroyable de voir ça. Je pourrais payer pour vivre une scène comme ça. Je pense que ce serait possible. T'aurais dans la même vibe, t'aurais des moments d'arbitre drôles ou uniques ou du priceless, genre où il y a des moments où tu t'es dit, ah, je suis contente de m'être levé ce matin, d'être venu sur cette compète et d'être arbitre pour vivre ce truc, un comportement de triathlète, un Ah moment. ouais, j'en ai un qui m'a fait mourir de rire fin juin. On arrive, alors au final, donc on apprend quelques jours avant que ce sera un duathlon parce que l'eau était café en coliforme, donc on pouvait pas faire baigner les gens dedans parce qu'ils allaient courir vite, mais pas pour les bonnes Beaucoup de raisons. mots compliqués en Oh, latin qui veut dire tout, ouais, bon, en etc. gros, des mauvaises bactéries qui allaient rendre tout le monde bien malade. Et et c'est mon jargon parce que je travaille là-dedans. Et Non, y a pas de donc, souci. Je si tu précise pour veux, les auditeurs qui prennent pas peur avec le latin. et donc, si tu veux, on est arrivé que on transforme en duathlon. Et il y en a qui étaient pas très, on va dire, de se dire, oh là là, mon Dieu, ça change. Alors déjà, t'arrives, t'es stressé, on te dit que finalement, on change d'épreuve, donc il va falloir que tu cours avant de refaire du vélo, avant de recourir. En plus, il faisait un cagnard fin juin, mais laisse tomber la chaleur. Et donc, on arrive, on lance le M l'après-midi. Donc c'est parti, on lance le M. Et pour le coup, moi, j'étais pas à la ligne de monte, j'étais à la moto, j'étais en moto 2, j'attendais de partir. Parce que les motos n'ont jamais le droit de se doubler. Par exemple, si je suis en moto 2, j'ai jamais le droit de passer devant la moto 1. On doit toujours respecter le timing entre arbitres. Et donc, la moto 1 était déjà partie. Moi, je commençais à enfourcher ma moto. Et là... je vois un athlète qui me regarde, mais si tu veux, j'ai lu la détresse dans ses yeux. En fait, il avait fini sa première cape. Il avait passé sa ligne de monte avec le vélo. Et là, je l'ai vu faire. Il a vu que je l'ai vu. Il est monté sur son vélo. Il avait encore ses running aux pieds et il y avait ses chaussures de vélo sur les cales. Ah oui. Ah oui, effectivement, il était en galère de qu'est-ce que je fais là? Je me suis pas entraîné à cette situation exactement. Donc le mec, il est en running, posé sur ses chaussures qui sont enclenchées dans les cales. Il aurait dû en fait laisser ses chaussures de running dans le parc à vélo pour courir à pied, pour monter sur son vélo, pour foutre les pieds dans les pantoufles sur le vélo, quoi. Et là, mais il me regarde et là il fait... Je sais pas ce que j'ai fait moi-même, je sais pas où je suis. Et là il fait merde. Et là, je lui dis t'es une andouille. Je lui ai dit comme ça. Il prend ses running, il les enlève, et il me les jette comme ça de l'autre côté de la barrière. Ce qui est totalement interdit. On ne se défait pas d'affaires personnelles de cette manière. Oui. C'est un carton jaune et si tu veux pas lui récupérer, c'est un carton rouge. Mais si tu veux, de la manière dont il était, je lui ai dit non. Alors il les récupère derrière la barrière et descend de son vélo. Je lui dis mais non, fallait surtout pas faire ça. Je lui dis alors il me dit qu'est-ce que je fais? Il me dit qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière. Sauf que moi j'avais une vague d'athlètes qui arrivaient derrière.
J'ai dit, mais moi, s'il repart dans l'autre sens, il va m'en télescoper un, je vais faire un accident en plein milieu de la ligne de monte. Alors, je lui ai dit, tu sais quoi? Je lui ai dit, tu les laisses là, tes chaussures, on en reparle quand tu reviens du vélo. On verra plus tard. Tu t'as senti le mec paniqué qui s'est laissé déborder par la course, juste il savait plus comment réagir. On n'était pas dans la tête de course, j'allais pas non plus. Il faisait quasiment 36 degrés déjà, c'était lourd. J'ai dit, on en reparle quand tu reviens. Et donc, je le vois arriver. Moi, j'étais revenue sur la zone de transition. Je le vois revenir et justement, il revient déposer son vélo. Il me dit, et mes chaussures? Eh ben, je lui dis, bah, tu vas aller chercher tes chaussures qui sont de l'autre côté de la barrière que j'ai laissée. Tu vas revenir devant moi dans le parc à vélo pour mettre tes chaussures devant moi. Et ensuite, tu repartiras faire ta course à pied. Donc, je lui ai fait faire un petit aller-retour. Il a dû pas t'apprécier à ce moment-là. Alors, j'aurais pu, en fait, si j'avais vraiment été dans la réglementation, il aurait fallu que je le verbalise, en fait, clairement. Ouais. Et si c'était pas remis en ordre, il aurait presque pu craindre la disqualification. J'étais pas là, je voulais pas le dégoûter. Il faisait déjà assez chaud, c'était déjà assez dur pour tout le monde. Il s'est fait un petit aller-retour de 150 mètres, voilà. Et je lui dis, allez, ça maintenant... Je lui dis, maintenant, tu files dans ta chambre. Il lui restait 10 km à courir. Je lui dis, je te revois à l'arrivée. Et dans ce cas-là, si jamais ce mec-là, il fait demi-tour parce qu'il est parti paniquer, il a décidé qu'il allait quand même remonter la course et il se télescope avec un autre gars où il se mange un vélo et il y a blessure, il y a vraiment une grosse galère. Est-ce que c'est toi qui es tenu responsable par l'organisation? Est-ce qu'en tant qu'arbitre, tu as une responsabilité personnelle, civile? Alors moi je l'ai pas vu. C'est-à-dire, comme je te dis, on est 3 sur une compétition, il y a plus de 200 personnes. Si moi j'étais déjà partie et qu'il avait fait son retour en arrière sans faire attention et qu'il a télescopé quelqu'un, c'est de sa responsabilité. C'est pas de la mienne pour le coup. Hein. Clairement, il aurait fallu qu'il se mette de côté, qu'il attende, qu'il y ait vraiment plus personne et que lui-même se mette en sécurité pour remonter dans le parc à vélo. Quoi. Et dans quel cas ça peut être ta responsabilité en tant qu'arbitre? Parce que j'imagine que vous êtes briefé là-dessus et qu'il y a des moments où l'orga peut se retourner contre vous en tant qu'arbitre. En disant, là, t'as fait de la merde, c'est ta faute. Alors ça arrive. Alors pas dans l'histoire qu'on ait fait quoi que ce soit, mais alors par exemple, j'ai eu une course à l'échalote durant le printemps. Moi, j'appelle ça comme ça. En gros, les mecs arrivent et on était quand même on avait passé les 10e places. Hein. On n'était même plus dans le top 10. Hein. Et en fait, ils se sont bousculés à l'arrivée, mais on était 2, donc on a correctement vu lequel a passé en premier la ligne et lequel en second. Sauf que les athlètes ont commencé à s'empoigner au ravito de fin. Ils se sont mis sur la gueule? Ah putain, les Mongols. Pour genre la 14e et 15e place, genre c'est nul. Course à l'échalote. Course à l'échalote. Il n'y a rien à gagner, genre vraiment, arrêtez, c'est pas grave, soyez 15e, main dans la main. Ah non, mais j'ai dit non, mais on est sérieux? Alors j'y ai envoyé mon collègue qui est beaucoup plus grand et baraque que moi, tu vois. Je suis, vas-y, va voir là-bas ce qui se passe. Et les mecs, oui, bah tu vas voir, on va demander à l'arbitre. Et puis de toute façon, je suis sûre que tu m'as drafté, machin. Ils commençaient à se prendre, mais attrapés par le callback comme ça. J'ai dit, dans 2 secondes, il y en a un qui va prendre une patate. Sauf que ce qu'ils sont pas au courant, et ce que les gens peuvent savoir aussi, c'est que quand tu as passé la ligne d'arrivée, tant que les résultats ne sont pas énoncés officiellement, que la course n'est pas terminée, on reste verbalisable auprès des arbitres. C'est-à-dire que toute attitude envers un arbitre ou envers un bénévole, même après avoir passé la ligne d'arrivée, une insulte, un machin, un truc, ou un comportement comme ça, on peut disqualifier même après la ligne d'arrivée. Ça t'est déjà arrivé de voir un mec s'en prendre à un arbitre, genre vraiment s'énerver, s'emporter et il se met à cogner sur un arbitre ou Non, alors je pense qu'ils ont trop à perdre à venir déjà. Enfin voilà, il y a un moment donné, ils ont trop à perdre à faire ça. Les arbitres et notamment, je pense, les grosses têtes d'affiche, ils font pas ça dans le sens où quand ils ont une réclamation, ils portent réclamation auprès de la ligue et ça passe en commission. Mais pour les amateurs, pour Richard qui en a rien à foutre, parce que je pense que déjà la chasuble fait aussi qu'à un moment donné, ils nous voyaient avec les cartons et autres, et ils se disent ok, et il faut quand même pas oublier que nous-mêmes, quand on est sur la moto, les 3 quarts du temps, on a un homme devant nous. J'ai pas encore eu de conductrice femme, mais il y en a. Hein. Et je pense qu'à mon avis, s'il y en a un qui venait me chercher des noises, mon motard remettrait on a notre casque aussi, je pense qu'il remettra un peu de distance, tu vois.
Puis t'es en moto, hein. Normalement, tu fous un petit coup d'épaule, le cycliste, il dégage aussi, hein. Bon, le but, je veux pas tuer mes athlètes, moi, hein. Non, on est Mais, d'accord, mais si jamais vraiment il cherche c'est la bagarre mais qu'il non, cherche, mais voilà, ce genre de comportement où ouais, oui, c'est mais t'es toléré sûr du que c'est tout. moi qui arrive en premier? Bah oui, on vous a vu, on a été deux perdus à vous voir arriver dans cet ordre-là, les gars. Enfin, vous mettez pas sur la goule pour la Et 11e et même, la ça 12e changerait rien, place, même quoi. si on se trompe, ce serait pas grave du tout. Genre, il n'y a pas C'était d'enjeu, vous n'êtes pas, un duathlon départemental, les vous êtes gars. pas en train de jouer la 10e place sur les championnats du monde. Il n'y a pas de money prize, il n'y a pas Non, de, il y a pas t'as pas d'enjeu. ton slot pour aller à Kona, quoi. C'est ça, mais ouais, mais ça, tu touches le truc du sport, du dépassement où les mecs ils perdent un peu pied rapidement dessus et c'est dommage ou c'est préjudiciable pour le sport, mais c'est souvent les mêmes mecs qui font du draft, c'est Mm. souvent la même mentalité ils sont pas là pour se dépasser et juste le sport, ils sont là pour battre les autres et ça change un peu le scope, je trouve, d'y aller pour toi, te voir ce que tu vaux et de donner le max de ce que tu peux, ou du coup tu acceptes qu'il y ait des aléas de course parce que ça fait partie de la course, ou tu vas pour battre les autres, et auquel cas, quand tu bats pas les autres, bah, t'es colère contre toi et t'as l'ego qui remonte Ouais. et tu passes une mauvaise course. Mais c'est bon à savoir et c'est bon de rappeler que les arbitres sont là pour la course et ils sont pas là contre les athlètes. Non. Ils sont là pour Non, faire non, en non, sorte que faut la course se vraiment. passe bien. Après, il est vrai que quand on va passer sur quand on voit les gros GP, les grands prix, tout ça, on est obligé de faire respecter là. Les arbitres de niveau plus haut vont être très carrés, enfin, vont être très Plus on fermés, même augmente pendant. évidemment. Ouais. Mais c'est comme dans toute discipline, en fait. Les arbitres au JO, c'est pas les mêmes que sur un arbitrage départemental, toute Plus ça devient discipline sérieux, confondue. plus il y a d'enjeux, plus il faut que le Voilà. niveau Et de donc l'arbitre là, aille c'est avec. carré, hein. La règle est la règle. Sur les contre-la-montre, quand il y a des participants qui sont rattrapés par les têtes de course, ils sont directement éliminés de la course. Enfin, il y a tout un règlement là-dessus aussi. Bon, mais voilà. Mais après, nous, le but, il faut quand même que ça reste un plaisir, que ça respecte tout le monde. Et nous, à nos niveaux, sur les ligues et autres, ce qu'on veut, c'est que vraiment les gens prennent du plaisir et que ce sport, C'est ça. voilà, que les gens, quand ils soient venus faire une découverte, et ben ils se disent bah ok, je vais venir m'inscrire en C'est trop club. bien. J'ai peut-être pas de coach, c'était trop bien. J'ai envie Et de si, me ils ont voir un coach, évoluer. t'as oublié, ils m'ont appelé, ils ont Ah un oui, coach. Évidemment, les gens m'ont appelé. Oh, Anne-Sophie, là, c'est mais une souvent super t'as de... des gens. Pense au Le marketing. bah, c'est ça, mais je veux dire le triathlon à proprement parler, c'est beaucoup des fois des gens qui au 1er janvier vont se dire ah cette année allez viens on s'inscrit à un triathlon et ils font les petites découvertes et après ils se disent bah tiens pourquoi pas en faire Trop un bien, sport ouais. régulier et Et donc là ils souvent ça, t'appellent. mais ça, bah, même avant, potentiellement, pour structurer. Mais oui, en fait, t'es même pas obligé de passer par un coach en vrai de vrai. Tu Non, peux, pour les au début, très courtes distances c'est sur ça, un au début, tu XS, t'amuses juste ça tu reste cours un peu, tu roules un peu, tu nages un peu, et oui, puis tu vas expérimenter ça. Et c'est plus une journée sympa entre potes oui, où tu te dépasses, ça fait mal, hein, attention, un XS ou un double XS, ça peut faire très très ça mal. va vite. En termes d'intensité, tu te mets carton plein. Si tu fais un XS pleine balle ou un S pleine balle, ouais, tu peux te rentrer dedans, tu finis tes T'es carbos. bien. Ouais, mais c'est trop bien pour découvrir. C'est des ambiances qui sont différentes, qui sont plus cool aussi. C'est très familial et c'est tout. Moi, enfin, c'est pour avant tout, c'est pour l'ouverture de ce sport et pour C'est que ça. plus de Et personnes moi, je viennent en vois parler. souvent des gens qui, des fois, discutent avec nous parce qu'on est au niveau du parc à vélo. Tous les athlètes sont sur le parcours et toi, tu es tout seul à vérifier, voilà, à attendre tes athlètes qui reviennent. Puis tu as des gens qui discutent avec nous et qui disent oh, non, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Déjà, la natation, j'ai trop peur et tout. Ben, je dis mais pourquoi vous faites pas une équipe? Je dis faites un relais. J'ai dit vous Ouais, trouvez un fêlé du casque qui aime bien nager, un fêlé du casque qui aime bien pédaler, un fêlé du casque qui aime bien courir. Vous faites hop, ça, c'est votre activité de groupe de vous famille du découvrez. dimanche. Et je dis, vous passez une super journée, vous vous êtes dépassés tous ensemble. C'est ça. Et après, tu vas boire une bière, tu vas manger un burger et au soleil, tu bronzes, tu fais une sieste et ta journée, Exactement. c'est trop bien. Mais ouais, moi, c'est comme les mecs qui me disent bah, moi, j'aimerais bien faire un triathlon, mais j'ai peur, je sais pas nager, je nage comme une quiche. Et après, je leur pose à chaque fois la même question mais est-ce que tu as essayé vraiment d'aller nager Oui, d'aller régulièrement nager. une fois par semaine sur 3 mois? Juste une fois par semaine, hein, tu vas à la piscine une fois par semaine sur 3 mois, et au bout des 3 mois, on voit déjà si c'est mieux ou pas. Non, j'ai jamais fait ça, j'y suis allé une fois, c'était nul, je suis sorti. Ah bah, du coup, tu peux pas dire que tu sais pas nager parce que tu n'as jamais essayé déjà d'apprendre. Et puis après, même si tu sais pas nager, fais-le en brasse. Au moins, tu feras ton Oui, triathlon ou inscris-toi à un duathlon. Mais il y a des possibilités différentes de découvrir le monde du triathlon par différentes portes, différents biais et différents moyens.
Et c'est ça qui est cool, c'est qu'avant tout, on est tous là pour passer une bonne journée en sécurité, avec un maximum d'équité aussi, qui n'est pas des mecs qui prennent des raccourcis ou qui coupent la boucle de 40 bornes dans une boucle de 20 bornes et qui arrivent avant tout le monde, parce que c'est aussi ça que vous vérifiez, c'est qu'il y a une équité. On vérifie, et puis il y a des capteurs maintenant. La puce, elle bip au niveau du parcours pour bien voir qu'on est bien repassé sur le deuxième checkpoint. Qu'il n'y ait pas de moteur dans le vélo, qu'il n'y ait pas. Non, pas ça on vérifie aussi. C'est ça qui est parce que Où on a des vélos hétéroclites aussi, parce que, notamment sur les découvertes. Oh, mais à Deauville, les mecs, ils arrivent avec les bicyclettes. Les bicyclettes avec le panier à l'avant, quoi. J'avais une Vélib. C'est à faire en Vélib ou en Vélove. Il y a 2 ans, j'arrive, il y a un gars, je passe à côté d'un gars et je lui dis putain, elle est rien belle ta bicyclette. Hein. Ah mais je te jure, mais il avait même mis les conneries dans le bouquet de fleurs, le machin. Mais ça, moi je trouve ça trop bien parce que c'est en fait tu t'en fous, t'as pas besoin d'avoir un CLM. Moi j'ai fait mon premier tri, j'avais un VTT. Et oui. Et c'est l'anecdote que je raconte à chaque fois. Et je suis en mode, ça m'a pas empêché de le faire. Est-ce que j'avais les bonnes stats? Est-ce que je me suis explosé les cuisses? Mais je m'en fous, j'ai passé une trop bonne journée. C'est ça qui compte. Ce qu'on veut juste, c'est que tu aies un cadre de vélo en bon état, des roues qui roulent et des freins. Que tu sois en sécurité quand même dessus, s'il y a un col à descendre, que tu puisses t'arrêter potentiellement. Mais oui, en fait, c'est aussi simple que ça. Et ça paraît mais c'est vrai que le triathlon paraît très compliqué, très complexe. Il y a plein de règles, il y a plein de réglementations, il y a plein de détails techniques à comprendre ou à intégrer. Mais pas au début. Au début, quand tu veux découvrir, tout le monde est là pour que ça se passe bien. Et quand tu veux pas la gagne, passer les 30% de la course, tout le monde s'en fout que tu fasses des erreurs. On va te mettre un carton potentiellement tu vas prendre un carton histoire de t'expliquer que bon, ça c'est quand même une grosse connerie et c'est pas à faire. Mais le reste du temps, la majorité des gens sont pas et néfastes. En tant qu'arbitre, on fait aussi des bêtises quand on est dans la course. Hein. Ah, vous êtes aussi des humains. Moi, l'autre jour, je commence à repartir du parc à vélo et je fais putain, merde, j'ai encore mon casque. Je retourne à mon emplacement pour poser. Mais vu qu'il faut jamais toucher son casque avant d'avoir déposé le vélo, et inversement, tu as le droit de toucher ton vélo uniquement quand ton casque est bien fermé sur la tête. Mais pour le coup, je m'étais préparée, puis là, je cours et puis je fais ah non, mais il y a un truc qui va pas. Merde. T'as couru avec le casque ou pas? Non, je m'en suis rendu compte au bout de quelques mètres. J'attends, il y a un truc qui va pas. Et souvent, l'arbitre est là et il te signifie avec un carton jaune. Il dit ah, et toi, tu repars poser tes et j'avais la flemme de faire demi-tour parce que c'était une longue transition et j'étais tout au début. Et donc, du coup, en sortant, c'était très long. Et j'ai couru les 10 bornes avec mon casque sous le bras. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de l'enlever. Et oui, parce que t'as pas le droit de déposer ton matériel ailleurs. Du coup, tu le gardes et tu passes la ligne d'arrivée et avec ton casque sous le bras et t'es en mode c'est chiant, hein, ça prend de la place, c'est relou. Mais les règles, c'est les règles, tu fais comme tu peux. Les erreurs, ça arrive aussi et c'est pas grave, ça en fait des souvenirs rigolos. Mais oui, non, c'est sûr. Et puis, c'est ce que je dis. C'est ça, et puis c'est ce que je dis toujours, quand on arrive sur une compétition, s'il y a la moindre question, nous les arbitres, on est là pour aider les gens. Ah bah oui, est-ce que je peux mettre? Oui, il n'y a pas de souci. Et puis vos affaires, vous les mettez bien en consigne, pensez bien. Moi, je fais des petits rappels, moi je fais un peu la maman avec plein de gens. Et au final, voilà, pour que ça se passe bien, en fait, tout simplement. Mais c'est une très très bonne conclue à cet épisode, c'est que vous pouvez compter sur les arbitres, ils sont là pour vous et pour vous aider. La majorité, attention, il y a aussi des arbitres qui sont cons et qui sont mal lunés, ça doit arriver aussi, comme il y a des athlètes qui sont cons et mal lunés, forcément parce que c'est que des humains, mais la majorité du temps, vous allez tomber sur des gens qui sont passionnés, qui ont envie que vous passiez une bonne journée, donc n'hésitez pas à leur poser vos questions, à partager cet épisode-là aussi à vos potes triathlètes pour qu'ils apprennent les règles et éviter de prendre un carton inutile, parce qu'il y a quand même des règles, c'est souvent les mêmes grosses erreurs qu'on fait en tant que triathlète et c'est souvent les mêmes choses que tu dois rappeler en boucle à chaque course, je pense. Et si jamais après vous l'allez plus loin, potentiellement maintenant vous savez comment faire pour devenir juge vous-même. Arbitre, comme on l'a dit au début, j'ai le mot juge parce qu'il nous juge sur la manière de triathléter. Mais vous pouvez devenir arbitre et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous renseigner auprès de votre club ou de la ligue ou de poser directement la question en commentaire sous cet épisode. On y répondra directement en mettant les liens. Mais juste auprès de la FF3, globalement, ils attendent, ils sont en demande et ça permet de faire vivre ce sport aussi et de faire perdurer ce sport et de permettre d'avoir toujours plus de capacité, sachant que les dossards se remplissent très très vite. Oh oui. Et
il y a de plus en plus de demandes et de triathlètes, ce qui est très bien, mais du coup, il faut aussi de plus en plus d'arbitres en face et de plus en plus de bénévoles. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ton temps déjà et pour tous ces éclaircissements, ta bonne humeur et la sympathie de ce podcast. Ça m'a un peu réconcilié avec l'image des arbitres que j'avais, qui sont des vieux monsieur bougons qui veulent juste mettre des cartons globalement, qui sont là juste pour nous strike et nous mettre à la penalty box. Donc merci pour ça, de montrer que c'est l'autre vision, de l'autre côté. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire? Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas? Si après il y a des questions, nous les arbitres, de manière générale, on est là pour y répondre. Voilà, s'il y en a d'autres. Ils sont là pour ça, n'hésitez pas à les solliciter. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ton temps, merci à vous pour l'écoute. Pensez à vous abonner, à noter sur toutes les plateformes de podcast cet épisode si vous a plu, ou à le partager autour de vous pour faire vivre le sport, mais aussi cet épisode, un point de vue un peu plus égoïste quand même. Faites vivre ce podcast, ça me fait plaisir, ça sera toujours cool. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bonne fin d'entraînement, une très bonne fin de journée ou de semaine. Continuez à vous entraîner, roulez sur vos objectifs, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci Anne-Sophie, je te souhaite une très bonne journée. Ciao.